Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias, nous allons parler de la création d'un média dans le cadre du lancement d'un site e-commerce. Donc c'est un modèle hybride que nous allons décrypter. Et pour ce décryptage, on reçoit Mehdi, le fondateur de Plantes et Jardins. Salut Mehdi, bienvenue. Merci Salut beaucoup Ronan, de participer à ce podcast. Écoute, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience? avec plaisir. Déjà merci de me recevoir. Du coup moi je m'appelle Mehdi Bafou et je suis le cofondateur de Plantes et Jardins, qui est un média, qui est une Media First Company, donc c'est une boîte qu'on a construit autour d'un média qui s'appelle Plantes et Jardins. Et le business model c'est d'avoir un e-commerce qui vend des graines sur le jardinage. Avant ça j'ai fait pas mal d'acquisitions pour différentes sociétés, en Suisse notamment, dans la santé naturelle puis dans la finance. Et aujourd'hui, je suis à la tête de cette société euh, depuis à peu près un an. Ok, ok. Est-ce que tu peux présenter Plantes et Jardins? Parce que Plantes et Jardins, effectivement, c'est le nom de la société, mais ce n'était pas le nom du site e-commerce. Exact. En fait, Plantes Jardin, du coup, c'est le nom de la société et du média sur les réseaux sociaux, un peu partout en ligne. C'est comme ça que les gens nous connaissent. Et c'est là-dessus qu'on diffuse plein de contenus. Et ensuite, on redirige les personnes qui nous suivent vers un site de e-commerce qui s'appelle les Jardiniers du Goût, qui est, voilà, qui est complètement hermétique à Planter Jardin. C'est juste, on utilise notre média pour rediriger le trafic vers les jardins du goût. Et c'est ça qui fait qu'on génère du chiffre d'affaires sur notre société aujourd'hui. Et donc voilà, on a vraiment deux choses, le e-commerce, le média, sachant que la boîte, elle a été construite autour du média, c'est-à-dire qu'on est d'abord des personnes qui créent du contenu, avant tout. Toute notre approche elle est autour du contenu. Parce qu'on sait enfin, en tout cas, on estime que la distribution, c'est vraiment le point clé encore plus aujourd'hui qu'avant, parce que les coûts publicitaires s'envolent, et c'est pour ça qu'on a décidé de structurer la boîte autour d'un média, pour se dire, OK, dans mes précédentes expériences, je voyais bien que très vite, on était bloqué par la pub, euh, les coûts augmentaient, et en fait, du coup, bah, la rentabilité des boîtes diminuait. Et donc là, quand on a lancé la boîte Planté Jardin, on s'est dit, comment on peut faire pour éviter ça en créant notre média, du coup pour posséder entre guillemets notre audience, pour qu'à chaque fois qu'on ait besoin de la toucher, on n'ait pas besoin de dépenser d'argent et Mhm. donc d'être contraint par les modèles publicitaires Facebook, Instagram, etc. On pourra en revenir plus tard. Ça n'a pas du tout aussi bien fonctionné que ce qu'on imaginait, mais c'était en tout cas c'est l'approche de base. Le média, on possède l'audience et du coup après on redirige l'audience vers le e-commerce pour la monétiser. Ok, super. Ouais, on en reparlera effectivement de l'aboutissement de vos efforts et de là où ça en est aujourd'hui. Juste, tu as dit que tu es une Media First Company, mais pour être bien clair, tu avais créé le média en même temps que le site e-commerce. Est-ce que vous avez Bah commencé à publier du contenu avant d'avoir vos produits en vente? ouais, en fait on a lancé il y a maintenant 2 ans un blog qui s'appelle Plantes et Jardin, qui parlait du coup de jardinage. Et c'est comme ça qu'on a senti un peu l'attraction et qu'on a commencé à générer du trafic sur le site. Et en fait, il y a un an, un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, on a décidé du coup de lancer la boîte. On avait lancé un blog avant en fait de créer la boîte avec mon associé, juste pour s'amuser, tester un peu le marché, voir comprendre ce que les gens voulaient, ce qu'ils voulaient pas, etc. Donc on avait créé ce blog il y a 2 ans. Et il y a un an, on s'est dit ok, maintenant on voit qu'il y a des gens qui ont des besoins, le marché, on sent qu'il se passe quelque chose. On va créer une structure, donc on a créé la société. Et pour pouvoir gagner de l'argent, on s'est dit, OK, le média, on générait pas non plus, tu vois, c'était quelques milliers, dizaines de milliers max par mois de trafic sur le site. Et donc, ça suffit bien évidemment pas si on mettait de la pub pour en vivre. Par contre, ce trafic très qualifié, si on le redirige vers un e-commerce, là, on peut atteindre des sommes beaucoup plus intéressantes rapidement. Et Ok. donc, on avait le blog, on a créé le site, et là, on s'est aperçu que
le blog, euh, on avait de plus en plus de mal à scaler le trafic en organique sur le blog parce que, bah voilà, il faut écrire des articles, mais même on utilisait beaucoup l'IA aussi à l'époque. Et puis, on a testé pendant 2, 3 semaines euh, de se lancer sur Instagram en publiant des vidéos. Et là, les résultats ont été tels, alors peut-être que c'est du bol, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est que sur les 10 premières vidéos, il y en a presque la moitié, ouais, quasiment la moitié qui ont passé le million. Et du coup, enfin, 2 millions de vues. Euh, et là, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on s'embête à écrire des articles qui font 100 clics par mois, là où, là, on vient de publier 10 vidéos qui nous ont pris maximum 1 heure chacune, et on a au total déjà touché 5 millions de personnes. Et donc là, on s'est dit, OK, il y a un choix à faire, on est que deux dans la boîte, on peut pas à la fois être sur le blog et avoir une stratégie vidéo. Déjà, la vidéo tout court, ça prend un temps fou. Si en plus on a le blog à côté, c'est pas possible. On doit faire un choix. Et là, ça n'a pas été facile, mais ça a été assez rapide. En 1 semaine, on s'est dit, OK, on shut down le blog. Ok. Alors, littéralement, le blog, on l'a déconnecté et, euh, et on mise à 100% sur la vidéo. Et ça, c'était du coup l'été dernier, donc en août 2023. On part en mode vidéo. Au début, lentement, entre guillemets, à une vidéo par jour. Et puis, septembre, toujours une. Et octobre, là, on passe à 3 vidéos par jour jusqu'en début janvier. Et là, ça a été l'explosion sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, on s'est dit, OK, ça, c'est la partie média. On sent qu'il se passe un truc. Là, vraiment, ça décolle, quoi. Par rapport au blog où c'était très lent, très long. Là, en 3 mois, bah, voilà, on est passé de 0 abonné à 50 000. Ce qui est pas non plus énorme. Il y a des influenceurs beaucoup plus gros. Mais pour nous, c'était déjà très important sur la niche où on était. Ça, c'est le côté top. Et en parallèle, du coup, on a lancé fin août le e-commerce. Et on s'est dit, OK, ben, maintenant, on va rediriger les gens des réseaux sociaux vers le e-commerce. Et là, ça a été plus compliqué que prévu. Parce qu'il y a une très grosse différence entre faire beaucoup de vues et faire des ventes. Une différence qui est même, c'est pas une très grosse différence, c'est qu'il y a un monde. Mhm. D'ailleurs, nos vidéos qui tapaient le million généraient quasiment pas de ventes. Et on Mhm. avait des vidéos qui faisaient 2 3 000 vues qui généraient 500 euros, 1 000 euros de chiffre d'affaires. Et est-ce que vous avez réussi justement à définir pourquoi? Est-ce que c'est la thématique des vidéos? Est-ce que c'est lié à la saisonnalité, peut-être dans la niche jardinage? Est-ce que c'est... enfin, il y a plein de Alors, facteurs qui peuvent expliquer. C'est très dur de mettre vraiment le point sur le truc qui fait que ça va pas convertir. bah Mais alors, est-ce que vous aviez réussi à trouver peut-être des raisons? la saisonnalité, c'est clair que c'est dans le jardinage, ça joue beaucoup, mais disons qu'entre 3 4 vidéos que tu publies la même semaine, bah, entre ces vidéos-là, il n'y a pas de facteur saisonnalité. Ouais. Sur une année complète, bien sûr, mais sur quelques vidéos que tu publies en quelques jours, il n'y a pas ça. Ce que j'en ai conclu, encore une fois, je parle vraiment de mathématiques, hein, parce que c'est pas pour faire des généralités, c'était que le divertissement, ça ne vend pas. Mais alors, ça ne Mhm. vend pas du tout. L'éducatif vend, vend beaucoup. Euh, et bah alors, et puis il y avait des vidéos qu'on faisait un peu plus promotionnelles. Euh, elles vendaient, mais elles faisaient beaucoup moins de reach. Parce que forcément, dès que les gens sentent que tu leur vends quelque chose, euh, c'est pas, mécaniquement, ils se désintéressent beaucoup plus que lorsqu'ils vont passer un bon moment à regarder une vidéo. Et par contre, on a réussi à trouver une formule qui était un peu, enfin, qui était carrément hybride. C'est qu'on prenait une variété assez peu connue et la vidéo qu'on faisait, c'était une vidéo où les gens, euh, on leur faisait découvrir une variété, on leur donnait vraiment tu vois, l'eau à la bouche en disant que ça allait être, enfin, à la fin de la vidéo, t'avais vraiment juste envie, c'était de tester, de goûter, quoi. Et là, il y avait le call to action où on envoyait les gens vers le site pour acheter les graines pour pouvoir planter cette variété-là chez toi. Et ce modèle-là, où en fait 98% de la vidéo, c'était de la découverte, où on t'amenait
quelque chose de nouveau dans ton jardin, dans ton assiette, t'avais juste envie juste d'écouter, de te dire, ouais, c'est fou ce truc-là, j'ai envie de tester. Et juste la fin qui était la partie vente. Ce modèle-là où on était entre de l'éducatif et en même temps c'était un peu divertissant parce que c'était quand même, tu passais un bon moment quoi. C'était voilà, c'est comme si c'est un peu comme une recette. Mhm. Même si tu la fais pas à la fin, tu regardes quand même parce que c'est joli, parce que ça te donne envie de peut-être de cuisiner. Et ce modèle-là marchait très bien. Mais on faisait pas non plus, tu vois, on faisait 10, 20 000 vues, ce qui est quand même pas mal, hein. Et, et ça, on faisait des sold out quasiment de toutes les variétés dont on parlait. Ok. Le problème énorme que ça a posé, bah, je dois dire, c'est qu'en fait, on était sur des variétés spécifiques où on s'amusait à prendre des choses que les gens connaissaient pas trop. On le mettait en avant, on vendait tout. Et en fait, une fois qu'on avait fait ça, bah, il fallait repartir de zéro. Il fallait retrouver une nouvelle variété, Mhm. refaire du stock, revendre tout. Et en fait, bah, on était en permanence dans une quête de nouveaux produits, sauf que c'est pas non plus Ouais. infini, quoi. Vite. Ouais. Et- mais c'est vrai que ce modèle-là marche vraiment pas mal. Euh, Ok. Donc un modèle hybride où tu fais découvrir des choses et en même temps, t'as une forte incitation à l'achat en fait. Fallait bah, trouver disons que, bon, en fait, le parti pris, c'était de se dire que les gens qui regardent nos vidéos publicitaires, d'ailleurs, c'était drôle parce que dans les commentaires, il y avait des débats de personnes qui disaient, moi, je pense que c'est une pub. Non, 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 c'est pas une pub. Il y en a Les gens se posaient des questions sur le fait que c'était des pubs ou pas. Alors que c'était clairement une pub. Enfin, on incitait les gens à acheter. Et en fait, c'était tout ce qu'on voulait, c'était que les gens, même s'ils achètent pas, à la fin, ils se disent pas, ouais, j'ai vu une pub, quoi. Non, non, c'était juste, j'ai appris un truc. ok. Tu regardais même nos pubs sponsorisées, hein. À la fin, les gens ils étaient contents parce que même s'ils achètent pas, ils ont appris un truc. Euh, et ça a été quelque chose d'assez important dans le développement de la boîte. Et je pense que c'est réplicable sur sur même à peu près tout. C'est-à-dire que les contenus qui marchent et qui marchent, oui, le divertissement, tu peux faire 1 million de vues, ok, c'est marrant, etc. Mais très vite, on l'a arrêté parce que ça servait à rien. On avait que des commentaires. Forcément, tu tapes en plus 1 million de personnes, tu vas te prendre des commentaires un peu de haine, etc. Ça fait plaisir à personne. Du coup, on a arrêté ces formats-là. Et on faisait des choses qui étaient ok, qui faisaient moins de reach, mais qui étaient plus quali, euh, pas plus consensuelles, mais disons que je sais pas, quand tu expliques comment, bah, pourquoi telle courgette, elle est bonne, etc., et qu'elle est utilisée en Italie depuis 3 siècles dans tel plat, bah, enfin, pour être un hater là-dessus, c'est compliqué parce que, enfin, sur quoi tu t'opposes, tu vois. Hmm. Y a pas, donc, et ça a pas mal marché, ouais. Ok. Et tu parlais de sponsoriser. Vous aviez donc du budget en ads sur vos vidéos. Quelle était la proportion de vidéos que vous poussiez en paid ads versus le reach naturel? Est-ce que tu as les chiffres? Ouais, eh ben, alors la stratégie c'était, on utilise les médias pour tester. Donc en organique, on testait plein de formats vidéo. Par exemple, si on avait, je sais pas, on avait à peu près 200 variétés sur le site, et donc on produisait des vidéos, pas pour toutes les variétés, mais pas loin, et on les lançait en organique. On regardait ce qui se passait, est-ce qu'on faisait des ventes ou pas. Et quand il y en a une qui performait un peu plus, quand je dis performer, c'est pas qu'il faisait plus de vues, mais qu'il faisait plus de ventes. Euh, Elle, on la prenait et on la poussait en pub. Et tant que ça marchait et qu'on avait du stock, on la laissait en pub. Au max, on était à 1 000 euros par jour en pub Hmm. sur le e-commerce, mais qui était divisé, bah voilà, avec toutes nos variétés qu'on avait. Et c'était très compliqué à gérer parce que on avait des variétés qu'on épuisait en 2 jours. Euh, et d'ailleurs, on a mis une dizaine de variétés sold out enfin, à niveau français, tu vois. Et, bon, ça, mais bon, c'est pas des variétés ultra communes. C'est pas non plus, on parle de quelques milliers de sachets. Mhm. Euh, mais ouais, alors, tu disais la proportion du trafic, du reach organique payant. Bah, au début, c'était que de l'organique. Et quand on a commencé à faire du payant,
on est passé à peu près à 80-20, je dirais. 80 payants et 20% organique. Ok. Parce qu'on dépensait aussi peut-être beaucoup à un moment. Euh, et d'ailleurs, à partir du moment où on a commencé à dépenser beaucoup, l'organique, est-ce que c'est un hasard ou pas, j'en sais rien, mais l'organique a commencé à chuter. Sur tous les réseaux? Sur tous les réseaux, on faisait de la pub, ouais. Ça, parce que tu faisais Des, donc sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. TikTok, ouais. Ok. Et Une stratégie pour tous les réseaux. et YouTube Short aussi. Et en fait, on voulait absolument optimiser la production des contenus parce qu'en fait, quand on faisait 3 reels par jour, ça veut dire que, enfin, c'était très élevé comme rythme. Il fallait qu'on soit très organisé et on pouvait pas se permettre de se dire, OK, on va faire un reel parce qu'il y a un peu je sais pas si c'est un mythe ou quoi, mais de se dire, OK, les gens sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, ce sont pas les mêmes. Mhm. Et du coup, il faut s'adresser à eux de manière différente. Probablement qu'il y a une part de vrai et que euh, c'est la théorie, tu vois, il faudrait faire différent. La réalité, c'est que nous, quand on produisait 3 reels par jour, on les faisait pour Instagram. Euh, mais il y a Facebook Reel qui existe. Mais bon, c'est, tu vois, c'est en un clic, tu publies sur Facebook Reel, donc ce serait con de pas le faire. Donc on publiait sur Facebook Reel. En plus, les reach étaient fous sur Facebook. Au tout début, ils ont à l'été dernier, ça a duré 2 mois. Ils ont voulu refaire en sorte que Facebook Reel, ça marche. Et chaque vidéo, on tapait les 500 000 vues. Toutes les vidéos. Et du coup, on a bénéficié de ça pendant deux Bonne mois. opportunité, la bonne fenêtre. Ouais, ça a duré 2 mois. Après, c'est devenu normal comme Instagram. Et donc ça, Facebook, Instagram, on publiait. Et après, ben, on publiait le même contenu sur TikTok, D'accord. exactement le même, et sur YouTube Short. Ok. Et au niveau du tracking, là, ça, juste de parler de tout ça, moi, ça me donne déjà mal à la tête. Tu t'es organisé comment? Parce que tu disais, on Il n'y voit, avait aucun tracking organique. mais tu faisais comment alors justement pour Euh, vérifier avant en organique, avant de mettre du budget? enfin, il n'y avait aucun tracking, disons, par rapport à telle ou telle plateforme. Ça, je serais incapable de Ok. dire si les gens, parce que, en plus, on regardait les stats, et t'as tellement de gens déjà sur iOS et tout, ouais, je sais pas, c'était trop flou. En tout cas, ce qu'on faisait, c'était que quand on lançait une nouvelle variété, on faisait zéro vente jusqu'au jour de la vidéo, D'accord. parce qu'elle n'était pas encore lancée sur le site. Et donc, au moment où on la met sur le site, on fait une vidéo qu'on diffuse sur les 4 plateformes. Et là, on regarde ce qui se passe. Au bout de 24 heures, on se dit, OK, on a fait 20, 50, 100 ventes. Et là, on se dit, OK, bon, bah, il se passe quelque chose. Pour cette variété-là, du coup, cette variété-là, cette vidéo-là, on va la sponsoriser sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Ok. Ouais, c'est plutôt smart effectivement parce que mettre en place. Après, la répartition tu vois, si les ventes venaient en organique de TikTok, d'Instagram, Facebook, honnêtement, T'as pas une intuition de savoir, parce qu'on en a déjà un peu parlé sur TikTok, la cible plus jeune, peut-être moins propriétaire de maison ou de terrasse pour faire du jardinage, donc tu peux te dire où est-ce que c'est le bah, plus et que finalement tu as remarqué que sur TikTok, tu as aussi des personnes plus âgées potentiellement qui ont le hobby du jardinage. on a fait beaucoup de ventes sur TikTok. Oui, en fait, sur TikTok, on a fait des très bons chiffres Ok, parce que il y a beaucoup, beaucoup de seniors qui y sont. ok. Et c'était notre cible principale, même s'il y avait aussi plein de gens qui se mettaient au jardinage et qui nous découvraient, qui voulaient tester pour la première fois nos graines. Mais la plupart de nos clients, c'était des gens qui sont habitués à faire des semis et qui ont un jardin, ou pas forcément, hein, juste un petit balcon, mais qui aiment bien ça. Et sur TikTok, l'intérêt, c'est que assez peu d'annonceurs vont viser les seniors parce que parce qu'ils pensent qu'ils y sont pas. Mais en fait, moi j'aime bien toujours faire un peu l'inverse de ce qu'on pense, c'est que en fait sur TikTok, ok, il y a probablement, je fais pas les chiffres exacts à l'heure actuelle de TikTok, mais c'est sûr qu'il y a moins de seniors sur TikTok que sur Facebook. Mais il y a des seniors sur TikTok et ceux qui sont sur TikTok, ils sont sur TikTok. Enfin, je veux dire, Hmm. ils vont tous les jours sur TikTok, donc ok, il y en a peut-être moins, mais ceux qui y sont, ils y sont, et donc on peut les toucher.
et les CPM étaient très intéressants. Euh, on faisait, je pense qu'on a réussi à faire à peu près, euh, quand on était au max de la pub, on faisait peut-être 25% de notre CA sur la pub TikTok. Ouais, c'est contre-intuitif, hein. C'est contre-intuitif de tout ce qu'on entend, mais c'est pour ça que les Mais taux leur sont... algo est claqué. Ah bon? Ouais. Leur algo de conversion, je sais pas, la pub, c'était tellement instable. C'est ça qui a fait qu'on a arrêté TikTok parce que il y avait des jours où on faisait un panier moyen à 50 euros et ça nous coûtait 1 € la vente. Ok. Bah là, tu te dis, ok, on a trouvé le paradis, quoi. Je veux dire, là, c'est bon, on scale. Ou même pas, juste on reste comme ça, c'est déjà fou. Et puis le lendemain, c'était zéro vente. On a dépensé 300 balles. Et ça, tu l'attribues à quoi? Eh À la... ben, je pense que je sais pas, soit c'est leur algo de diffusion, je sais pas comment ils calculent les conversions, comment ils, mais en tout cas, c'était très, très, très instable. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi instable en pub que TikTok. Déjà que Meta, ça reste, c'est pas du Google, quoi. Ça fait quand même pas mal de variations. Mais alors, TikTok, c'était les montagnes russes, quoi. Il y a un jour, on se disait que c'est bon, enfin, notre boîte, elle va être rentable de fou. Et le lendemain, c'était, on va fermer, quoi. Ouais, d'où l'intérêt d'être, encore une fois, d'avoir une approche, je pense, très opportuniste sur ce type de réseau. Ouais. Quand tu vois que ça marche, il faut y aller à fond, mais par contre, il faut vraiment traquer ou suivre de très près pour adapter chaque jour, en fait. Parce que c'est vrai que tu peux pas laisser une campagne rouler comme ça et Bah, penser que... malheureusement, non. Ouais. Et en plus, tu vois, on pouvait pas laisser la campagne rouler. Et comme on devait en permanence renouveler nos pubs parce que bah, à chaque fois on écoulait les stocks, donc il fallait qu'on passe à un nouveau légume. Mm. Les deux cumulés, ça faisait que en fait on était très instable parce que on n'avait pas de, on pouvait pas se dire ok, c'est sûr que ce mois-ci on va vendre tel truc tranquille, même sur 1, 2, 3 mois. Non, ça durait, durée de vie c'était 2, 3 jours parfois, 2, 3 semaines dans le meilleur des cas. Et donc c'était très fatigant de devoir en Ok. permanence changer. J'aimerais, si possible, qu'on revienne juste sur la thématique du jardinage. Comment, avec ton associé, vous avez choisi de vous positionner sur cette niche? Est-ce que vous avez vu une opportunité de marché? Est-ce que vous aviez vu des stats, des tendances? Est-ce que c'est un intérêt personnel? Comment vous avez pris cette décision? Euh, je dirais que c'était, bah déjà on aimait beaucoup les contenus de jardinage, epic gardening et tout, côté euh, États-Unis, même Angleterre, enfin tous les contenus anglo-saxons. Ok. On appréciait beaucoup le contenu sur le jardinage en ligne. On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup ça sur le marché francophone. En tout cas, pas de manière aussi cool. On trouvait que c'était un peu vieillissant, tous les contenus sur YouTube. C'était toujours un papy qui expliquait, etc. On voulait un peu dépoussiérer ça. Ça, au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on aime tous les deux avec mon associé. On n'est pas des grands jardiniers, mais en tout cas, on a tous les deux un petit bout de jardin, puis on s'amuse à faire nos expérimentations. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment sympa comme loisir. Et après, ça a été plus, on s'est laissé porter, on a créé ce blog. Non, en fait, le premier truc, c'est qu'on voulait racheter. On avait, je sais, je vais pas, on a essayé de racheter un site, un des pires sites que j'ai vu sur le jardinage. D'un point de vue technique, c'est un site qui a été créé il y a 20 ans, je pense, mais qui fait un trafic gigantesque. Je dirais pas ce nom, mais le trafic est énorme. Le site, je pense que c'est un des pires possibles. Mais il a une très grosse autorité parce qu'il est très ancien et qu'il y a énormément de liens qui pointent sur lui. Et ils ont une newsletter de quasiment 200 000 personnes. Mm. Et ils en vivent non seulement absolument pas. Et nous, en fait, on les a contactés pour les racheter. C'est comme ça qu'on a voulu se lancer. Ils nous ont proposé un prix qui était, bah, de toute façon, ça je peux le dire, mais sans citer ils faisaient 10 000 € par an de CA avec un site qui fait, à l'époque, 1 million par mois
de visite. Une Ah oui. base, ouais, base mail de 200 000, 150 000, 200 000 personnes de jardiniers. Et ils faisaient entre 10 et 20 000 euros de CA par an. Euh, et on s'est dit, mais attends, mais il y a un problème, il y a un problème. Enfin, même si on est mauvais, je pense qu'on peut quand même faire quelque chose de mieux monétisé, quoi. Euh, et du coup, on voulait les racheter, ils nous ont proposé un prix qui était délirant par rapport à bah, la réalité de ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Bon, il y avait une dette technique énorme, hein, parce que le site, Hmm. tu dis, c'est un site codé à la main en 99. Et ça n'a pas bougé depuis. Donc, bon, voilà, t'avais, je sais pas, peut-être 60 000 pages à migrer, etc. Donc, on se dit qu'il y avait quand même un gros boulot. Mais bref, ils ont pas voulu de notre offre. On s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on va se positionner en face. Et on a du coup lancé notre blog en utilisant. ChatGPT était arrivé trois mois quasiment avant. Et donc, on a commencé à lancer plein d'articles, etc., à décoller en SEO. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a vu qu'il y a du trafic. On a fait ça pendant un an. Et après, on a basculé sur la vidéo. Mais ouais, c'était plus par. Il y a peut-être à côté, on nous a dit non, du coup, on y est allé. Je Mhm. pense, je pense un peu. Et puis, non, il y avait quand même. C'est vrai que c'est un marché qui a. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs jeunes et neufs sur ce marché-là. Du coup, on s'est dit, nous, si on a une approche marketing sur les produits, on vendra la même chose que les autres. Il n'y a pas non plus des produits révolutionnaires. En revanche, la manière de les présenter et de les vendre, nous, on sait faire du marketing pour rendre les choses sexy, sympa, cool. Du coup, c'est ça notre valeur ajoutée. Euh, et donc, voilà, on va se positionner sur le marché avec notre approche marketing. Ce qui a été une réussite sur les réseaux sociaux parce qu'on a capté très vite les codes de ce marché-là sur les réseaux sociaux. Euh, Ça a marché. Après, euh, le pendant de ça, c'est que notre seul facteur différenciant, c'était le marketing. C'était qu'on était plus cool, plus jeune, plus, je sais pas, plus sympa, sexy que les autres acteurs, mais on avait les mêmes produits au final. Et du coup, ben, alors oui, il y a des gens que ça touche, de voir qu'il y a une approche un peu différente pour présenter les produits. Non, mais n'empêche que c'est, je pense, une erreur qu'on a faite. C'était que il y avait que ça qui nous différenciait. Hmm. Et j'imagine que c'était un peu dans vos cartons aussi, quand tu as cité tout à l'heure Epic Gardening. Vous aviez dû quand même étudier pas mal le business case du site. Ouais, Pour ceux qui connaissent pas, je mettrai un lien en description. C'est un site qui a commencé, enfin un e-commerce qui est maintenant énorme. J'ai vu les chiffres dernièrement, mais il fait des millions en fait avec son site sur le jardinage aux États-Unis. Bon, c'est un autre marché bien évidemment. Il a racheté un semencier. Il vend ses propres produits. Il a des partenariats à droite à gauche avec des fournisseurs qui font des choses assez différentes pour le coup sur le domaine du jardinage. J'imagine que vous aviez étudié un peu le parcours du fondateur. Et donc j'imagine que potentiellement, vous souhaitiez aussi lancer des produits un peu plus différenciants, ou vous ouais. preniez le truc au jour le jour en se disant, bon, ok, les graines ça marche aujourd'hui, demain on verra, ou... Bah, en fait, l'approche de base qu'on avait, c'était de se dire, euh, on a une audience, audience communauté. Deux, on les convertit en clients avec un produit pas cher qui était les graines. Mhm. Donc le site de e-commerce avait cette vocation-là. Au début, en tout cas, c'était juste de vendre des graines pour avoir des clients. Et trois, et le e-commerce n'avait pas pour vocation à être ultra rentable. On voulait juste être break-even parce que derrière, on voulait vendre à nos clients qui avaient acheté des graines des infoproduits, des formations sur le jardinage. Ça, c'était la stratégie de base qui était en trois temps. Un, communauté. Deux, e-commerce pour convertir les gens en clients avec un petit produit d'appel pas cher et sympa. Et trois, du coup, de leur vendre un produit beaucoup plus cher et très rentable pour nous, qui étaient les infoproduits. Il se trouve que ça n'a pas marché. En tout cas, on n'a pas réussi. On avait lancé en février, fin février une formation sur la permaculture. Euh, Et on n'a pas trouvé notre place sur le marché, on n'a pas réussi à la vendre, enfin très très peu. Du coup, on a clôturé cette formation-là.
Et comme on était une boîte encore très jeune, je parle au passé parce qu'on est en train de clôturer la boîte. Mhm. Euh, Comme on était une boîte encore très jeune, on n'avait pas le temps et le cash nécessaire pour, à ce moment-là, faire encore des pivots, se dire, OK, permaculture, ça n'a pas marché, on doit tester d'autres infoproduits, etc. Euh, donc oui, et puis, tu parlais des peak gardening sur les produits différenciants. Ils ont aussi, eux, par exemple, des produits très chers, qui sont des bacs de culture en acier, qui sont ultra qualitatifs et qui sont pour le coup, très, c'est haut de gamme, c'est cher. Euh, on s'est dit, OK, on n'a pas réussi à lancer des formations. Euh, Maintenant, on va peut-être se diriger vers des produits pour notre e-commerce parce qu'on a une structure qui marche, on a une coquille, tout fonctionne, la logistique, enfin tout marche, quoi. On n'a plus qu'à rajouter des produits dedans et puis on peut vendre d'autres choses. Et donc, on a regardé pour ajouter des produits. On s'est dit, OK, et puis Gardening, ça marche. Il y a des produits qui sont très adaptables au marché français. On va juste faire la même chose. Et ça, on n'a pas réussi à le faire dans les temps parce que c'est des produits qui sont, euh, d'un point de vue logistique, assez compliqués Mhm. à stocker et envoyer parce que c'est des très grosses pièces. Euh, et puis, il y avait des délais d'importation, etc. Et on n'était pas prêt, en fait, pour toute cette complexité-là. Parce qu'on n'avait jamais construit la boîte comme ça. Nous, on était juste un média à la base, qui avait un e-commerce de vente de graines pour convertir, et après qui vendait de l'information. Et l'information, c'est aussi très proche du média, c'est de la création de contenu. Et c'est ça nos expertises, c'est la création de contenu. Le e-commerce était là entre les deux pour faire le pont. Euh, mais on s'est dit, OK, est-ce que c'est vraiment ça vers quoi on va? C'est de faire un e-commerce avec des énormes produits, donc ça veut dire entrepôt. Là, on parle euh, même de contraintes douanières, tu vois, on doit faire venir des trucs des États-Unis, de je sais pas où. Et quand on a commencé à faire toutes les démarches pour importer, on s'est posé la question, on s'est dit, ok, mais peut-être que c'est une solution, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Mhm. Euh, et c'était pas du tout comme ça qu'on avait construit la boîte au début. Et je pense qu'on n'était pas prêt à faire ce pivot-là. Euh, et en plus de ça, c'est que c'était trop long. Le timing. Moi, j'étais habitué à lancer des projets, bah, un peu comme toi. On avait l'idée, Mhm. Tu le lances. lendemain, ça part. Sauf que là, bah non. Là, non. Tu dois appeler les douanes parce que tu dois devenir importateur. Et donc, on a commencé à faire ces démarches-là, etc. Mais en fait, en les faisant, je me suis dit, mais non, mais c'est pas moi, c'est pas nous, et c'est pas notre boîte. Mhm. Justement, donc tu as mentionné que tu es en train de clôturer la boîte. Est-ce que tu peux expliquer, si tu veux, et si tu peux, les raisons qui ont fait que tu clôtures aujourd'hui pour recadrer un peu le... Ouais. Ben, en fait, on a une énorme croissance entre décembre et mars. On est passé de quelques milliers d'euros par mois à plus de 100 000 euros par mois de vente sur le e-commerce en 3 mois. Et, et ça, grâce aux pubs. Et c'est ça qui a posé problème, c'est que on avait un média qui commençait à prendre, mais en fait, on n'a jamais réussi à faire que ce média soit la source principale de nos ventes. Euh, et j'arrive toujours pas aujourd'hui à l'expliquer. Peut-être que j'y arriverai dans 6 mois, un an. J'ai pas assez de recul, mais j'arrive toujours pas aujourd'hui à expliquer pourquoi les gens qui nous suivaient parce qu'ils avaient apprécié des vidéos sur des variétés achetaient aussi peu en organique, alors qu'en pub on faisait des montants beaucoup plus importants. Enfin, on faisait 95% des ventes en pub. Et ça, le problème, c'est que, bah, en fait, on a réussi à scaler jusqu'à 100 000 euros par mois fin février. Euh, et là, les coûts publicitaires ont explosé en 10 jours, quasiment x10. On avait une vente nous coûtait à peu près 3-4 euros jusqu'en février. Et 2 semaines après, on était entre 20 et 30 euros par vente. Et là, tout le business model qu'on avait à ce moment-là, on a pris un énorme coup parce que la rentabilité, on avait pris l'habitude d'avoir une rentabilité à J0. On faisait de la pub. Le soir, le cash rentrait et on pouvait réinvestir et tout se passait bien. Et là, on était sur un mode où bah, déjà la première vente n'était pas rentable, donc il fallait après faire du réachat, etc. Et ça n'a fait qu'empirer depuis fin février.
Et donc, ça, on a puisé énormément dans la trésor pour absorber. C'est ok, bon, c'est une mauvaise passe, c'est pas grave, tu vois. On acquiert des clients, puis ils vont acheter, puis on va trouver des solutions. On a été à fond sur les mailings, ce qui a très bien marché. On a, on arrivait à faire à peu près, en février, on avait 5000 clients uniques. Et quand on faisait un mail à nos clients pour annoncer une nouvelle variété, on arrivait à ramener les gens sur le site, ils achetaient de la variété plus plein d'autres trucs. Et en moyenne, tu vois, sur 5000 clients, on faisait, je sais pas, 1000 euros de CA. Mm. Entre 500 et 1000 euros de CA. Ce qui était cool parce qu'à chaque mail qu'on faisait, c'était ça. Enfin, donc, tu vois, sur 30 jours, bah, nous, on shootait quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Bah, ça rajoutait entre 10 et 20 000 euros par mois. Ce qui était vraiment intéressant pour nous, sachant que c'était des ventes qui coûtaient pas cher parce que il n'y avait pas de budget publicitaire en face. Ok. Sauf que ben, pour que ça marche, sur le long terme, il faut que tu aies une base de clients qui soit un peu conséquente parce qu'il y a un moment où ça va s'épuiser. Il faut quand même faire rentrer des nouveaux clients et, et ça, comme les nouveaux clients coûtaient de plus en plus cher et, et on n'arrivait pas à être rentable, et ben on a fini par la trésorerie s'est épuisée. On a commencé à être en retard de paiement sur des fournisseurs. On n'a pas réussi à adresser la barre en termes d'acquisition. Et on avait des stocks à payer, etc. Et du coup, l'ensemble de ça, c'est que, ouais, on est en train de clôturer la Ok. société. Donc, si tu peux faire un petit récap de ce qui a fonctionné versus ce qui n'a pas fonctionné, tu dirais quoi le gros point des choses vraiment où tu t'es dit, tiens, ça a vraiment super bien marché. C'est l'acquisition, c'est le switch aux vidéos. Le switch aux vidéos, pour moi, il n'y a même pas de débat. La vidéo aujourd'hui, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast. Mhm. C'est le, c'est le format. Ça veut pas dire qu'il faut faire que celui-là, mais en tout cas, se passer de ce format, c'est quand même, c'est très compliqué. La vidéo verticale, c'est quand même tu réduis la qualité des gens qui vont t'écouter parce que tu as un reach qui est disproportionné par rapport Mhm. aux vidéos longues, mais ça reste quand même un moyen incroyable que sur les 10 000 personnes qui vont voir ta vidéo courte, verticale, bah, t'en es 100 qui arrivent sur ta vidéo longue. Et donc, pour moi, les vidéos verticales, c'est vraiment, c'est de la découvrabilité, quoi. C'est D'accord. vraiment, il faut y être parce que, et d'ailleurs, de plus en plus de podcasts qui sont sur YouTube, tu sais, sur Short, tu peux avoir le lien en bas qui renvoie vers une autre vidéo. Mhm. Et du coup, ils promeuvent leurs vidéos longues avec des shorts directement. Et je pense que c'est un très bon deal. Euh, Après, du coup, oui, vidéo verticale, c'était un switch très important. Euh, la création d'une audience, d'une communauté, là, je suis un peu échaudé parce que tu peux faire des très gros chiffres, avoir une page Instagram avec dizaines de milliers, centaines de milliers d'abonnés et pour autant faire pas beaucoup de chiffre d'affaires en organique. D'ailleurs, je pense que c'est très très commun. La très très grande majorité des pages Instagram font très peu de chiffres en organique. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire parce que quand tu fais de la pub, les gens ils vont aller sur ta page et le fait d'avoir des abonnés, ça participe à ta crédibilité, à ton autorité. Et donc ça facilite la vente de tes pubs. Mais je pense qu'on a passé trop d'énergie à produire trop de contenu. Euh, et je pense que c'était cool, tu vois, tu faisais une vidéo, tu faisais 200 000 vues, ça fait plaisir. Mais derrière, on pensait que ça allait finir par payer un jour en tout cas. Mhm. Et ça allait se ressentir plus sur l'e-commerce, ce qui n'est pas le cas. Euh, Choper les emails le plus possible. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, l'email, ça reste le seul moyen aujourd'hui de pouvoir être sûr à 100%. Allez, si on enlève la délivrabilité, de pouvoir toucher ta cible quand tu veux. Parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, on a 50 000 abonnés. Quand on fait une story, on touche 1000 personnes. Mhm. Et c'est catastrophique, tu vois. C'est un,
il n'y a plus aucune plateforme où, parce que tu as des abonnés, tu as un nombre de vues garanti. Zéro. Ça n'existe plus, ça. Et donc, maintenant, les abonnés, c'est devenu complètement un chiffre qui ne sert à rien, quoi. À part juste parce que c'est stylé d'avoir écrit 50 000 abonnés, mais littéralement, ça ne sert à rien. Et tu peux avoir 2 millions d'abonnés et faire 3 000 vues sur un reel. Ça, c'est fou. Et donc, si c'était à refaire ce modèle, parce que même si effectivement je partage ton point de vue sur le nombre d'abonnés versus l'attention au final que tu vas avoir sur ton site e-commerce ou sur ton site média, si c'était à refaire, c'est toujours très simple, hein, et c'est peut-être un peu tôt pour faire ce genre d'avoir ce genre de réflexion, mais si c'était à refaire, là, tu ferais quoi aujourd'hui? Tu miserais sur les vidéos, tu captures les emails, ensuite tu te dis, je suis une email first company. Est-ce que tu penses que ça a du potentiel? Je pense que je partirais sur une email first company. Euh, En tout cas, en premier. Je commencerai par l'email. Et parce qu'en plus de commencer par l'email, ça, tu vois, en fait, on a fait un switch, du coup, en avril, ou quand ça allait plus du tout. On s'est dit, OK, reprenons les basiques. Euh, Aujourd'hui, quand on shoot notre base email de client, on fait 1 000 € à chaque fois de vente. Bon, bah, il nous faut plus d'emails. Et donc, on a commencé à jouer avec ManyChat, à faire des pubs sur Facebook où les gens téléchargeaient des lead magnets. C'était le calendrier des semis, tu vois, pour qualifier les gens le plus possible. Et on avait des résultats de fou. On était à 5 centimes de l'email. Donc, très vite, on a chopé quelques milliers d'emails en très peu de temps et on les a shootés. Et en fait, ça a marché. Ça a marché. Alors, pas aussi bien que sur nos clients, bien évidemment, parce qu'ils ne connaissaient absolument pas. Mais à 20-30 jours, on était déjà rentable. Et donc, pour moi, les emails compagnie sont des boîtes qui sont plus dures à lancer, beaucoup plus dures parce que tu vas avoir un délai entre le moment où tu vas choper des emails et la rentabilité qui est plus long que de faire juste un post. Tu vois, tu fais une story Instagram, tu as des ventes directes. Pour choper les emails, tu as quand même besoin d'après d'avoir une petite relation qui se crée parce que t'as pas ce côté public. Euh, tu as besoin de plus de réassurance, je pense, pour une email force company. Que si tu montes ta tête sur toutes les vidéos sur ton compte, les gens, ça y est, même s'ils te connaissent pas, bah, il y a quand même, t'oses te montrer, quoi. Donc, c'est plus simple, je pense, de vendre quand les gens te connaissent très bien, forcément. Et donc, l'email first company a énormément d'avantages, c'est que tu peux les shooter quand tu veux, que tu es sûr, si tu as 10 000 abonnés, de pouvoir envoyer 10 000 emails tous les jours, si tu veux, à tous tes abonnés. Impossible sur les réseaux sociaux. Euh, Tu peux leur envoyer beaucoup plus de types de contenus différents. Tu es beaucoup moins bridé. Euh, et sur le long terme, je pense qu'il n'y a pas débat. D'ailleurs, avant de lancer cette boîte-là, le Planté Jardin, je bossais dans un écosystème en Suisse qui était des email first company à plusieurs millions d'emails. Et enfin, j'ai vu, je sais que c'est le meilleur business model possible. Alors, c'est le meilleur business model possible sur de l'infoproduit ou sur du Sur deux, physique? en fait, toutes les boîtes où j'avais bossé étaient, enfin, quasiment toutes étaient que sur l'infoproduit. Et il y en avait une ou deux qui étaient sur des produits physiques. Ok. Et en fait, euh, vendre de l'infoproduit, c'est de plus en plus compliqué. Mais des produits physiques ont quand même ce truc, c'est des produits, quoi. C'est-à-dire que si tu veux savoir comment faire un matcha, tu peux acheter l'information ou tu peux aller sur YouTube. Mhm. Si tu veux du matcha, bah, t'achètes du matcha, tu vas pas, enfin, il y a pas de, il y a pas d'alternative. Et donc, le produit a un énorme avantage, c'est que, s'il est bien marketé, présenté, il est là, de toute façon, c'est physiquement, tu ne peux pas passer par autre chose que le lien que je te file pour pouvoir l'avoir. Donc ça, c'est incroyable. Et donc, je pense que l'email pour vendre des produits physiques est sous-coté, vraiment sous-coté de fou. Et je parle même pas d'avoir des e-commerce, tu vois. D'ailleurs, dans les boîtes GOC, il y avait certains produits.
en complément alimentaire qui étaient même pas des boîtes e-commerce. Il n'y avait pas de e-commerce où tu pouvais acheter. C'était juste, Il n'y avait pas de site, mais non. comment ils faisaient le checkout, ça marchait comment? Bah, c'était email, bon de commande, Ok. euh, bon de commande, vente. Donc sur Et bon un de espace commande de par abonnement en stockage, plus. Ouais, c'est un Stripe fait maison, mais c'était l'idée, ouais. c'est incroyable. Donc il y avait pas, tu pouvais pas aller sur Non. e-commerce.com, tu étais obligé de recevoir l'email pour commander. Ouais. Excellent. Ou de voir la pub, tu cliquais et t'arrivais en vente directe du coup sur une page que tu peux voir que comme ça. Et du coup, forcément, après, si tu laisses ton email, après, tu te fais re-shooter. Mhm. Mais là, on parle de boîtes qui font, on parle de dizaines de millions, on parle en mois, par mois. Là, on parle de, Pourquoi tu penses que c'est sous-coté parce que là, rien que d'y penser, moi, alors j'ai un seul exemple de Email First Company, mais ça fait des années que j'ai pas regardé ce qu'il fait. C'est un mec qui envoie des emails, c'est un Américain. Ils vendent des bouteilles de vin que par email. Mais l'email, il fait ok, ça, en ouais, fait. C'est super long et c'est un ton super informel. Il s'adresse, il shoot un email comme si c'était ton pote, en fait. Il te parle, il te dit, ah bah, week-end dernier, j'étais chez un ami, j'ai découvert ce vin, il est super. Maintenant, je l'ai acheté, je l'ai en stock. Il y a que 10 000 bouteilles. Tu as vraiment l'impression de lire un email d'un ouais. pote. Et à la fin, tu as un CTA, en fait. C'est juste un lien que tu cliques. Et là, tu peux commander ton vin. J'essaierai de retrouver pour Bah là, mettre. c'était exactement ça, hein. En type d'email, c'était la même chose. Alors là, le côté informel, c'est la manière de faire de ce gars-là. En tout cas, sur le côté email très long, t'assurer que les emails qu'on envoyait, c'était entre 30 et 40 pages Word, un email. Et parce que, et c'était la manière de vendre. Et en fait, je pensais que ça marcherait jamais parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, à l'ère où les gens consomment des contenus de plus en plus courts, faire ça n'a pas de sens. Et en fait, si. Les contenus courts ne vendent pas, les contenus longs vendent. Et Point. c'est ce que j'aime beaucoup Genre, dans ton approche, Maïdy, c'est que on en parlait aussi sur les vidéos. Tu disais TikTok, personne va l'utiliser pour vendre un produit qui est plus pour une cible plus âgée et tout. Tu t'es dit, bah en fait, oui mais non, je vais vérifier. ouais, Et ça, encore une fois, tu vois, et je pense qu'il y a plein d'opportunités quand tu es dans une bulle un peu, quand tu es quand tu dans le e-commerce, tu vois tellement de contenu sur LinkedIn, sur Twitter, voici ce qui marche, et en fait, c'est toujours la même chose. Et je pense qu'il y a un biais qui fait que ton cerveau, il se dit, ah bah oui, mais en fait, je l'ai tellement vu, c'est forcément ça qui marche, et tu oublies complètement l'aspect, mais attends, laisse-moi vérifier par moi-même, laisse-moi tester. Et en fait, ça a tellement de sens là, lors de notre conversation. Je me dis déjà, j'ai déjà 40 000 idées de Email First Company sur du e-commerce que tu peux lancer sans avoir le besoin d'avoir un site e-commerce, etc. ah, mais de Sur un ouf. modèle Mais en fait, tu extrêmement simplifies énormément tout. simple. Parce qu'en fait, un e-commerce, enfin, moi, j'avais jamais fait d'e-commerce avant il y a un an. Donc, j'ai tout découvert et je suis encore un noob, hein, clairement. Un peu moins qu'il y a un an, mais j'ai pris toutes les baffes possibles. Euh, c'est que, bah, la logistique, il n'y a pas d'autre mot. C'est chiant. Enfin, je veux dire, il y a pas, la logistique, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et donc, du coup, euh, avoir un e-commerce, ça veut dire, ah, pour qu'un e-commerce soit rentable, il y a quelques exceptions où tu as des e-commerce monoproduits qui sont très rentables, mais c'est pas la norme. Mhm. Les e-commerce qui sont souvent bien rentables, c'est des e-commerce où tu as des centaines, milliers de références sur une thématique ou très large. Et, et ça, à gérer, bah, pour des gens comme toi et moi on aime bien lancer des produits comme ça, et c'est une charge mentale qui est, enfin, en tout cas pour moi, qui, je peux pas, tu vois. Mhm. Je peux pas. Et du coup, je me dis, mais en fait, si je devais relancer une boîte dans le secteur du jardinage aujourd'hui, je ferais email first company. Donc, ça veut dire, je fais de la pub pour acquérir des emails. Je ferais même pas d'organique pour commencer. L'organique viendrait dans un second temps. Pub, lead magnet, email pour avoir des gens qualifiés sur le sujet. Là, tout l'enjeu, c'est de trouver les bons lead magnets pour réussir à faire descendre le coût par lead au maximum. Et ça, il y a moyen de vraiment de s'amuser. Pour le coup, là, tu peux faire des choses divertissantes. Parce que tu prennes, que tu fasses un lead magnet, je sais pas, je te prends un exemple tout con. Tu prends le guide ultime pour faire tes 50 kilos de légumes par an dans ton potager. Ok, ça c'est ton lead magnet 1. Et en face, tu fais quel jardinier es-tu?
un quiz, tu vois, un quiz un peu marrant, j'en sais rien, sur ce truc-là. Ton lead magnet euh, sur le fait de faire 50 kilos de légumes par an, tu vas peut-être avoir des leads, je sais pas, 50 centimes, 1 euro, parce que quand même, euh, il faut avoir envie de faire ça. Il y a plein de gens qui jardinent, mais qui n'ont pas envie de faire 50 légumes, 50 kilos. Et à l'inverse, le côté juste marrant, peut-être que c'est pas du tout le bon quiz, mais peu importe. Quel jardinier es-tu? Ce truc un peu débile que tu testes, que tu envoies à tes potes jardiniers, etc. À la fin, tu chopes le mail pour voir les résultats. Tu vas avoir des leads qui sont 10 fois moins chers. Ok, c'est du divertissement. Et dans ce que j'ai dit avant, je disais que les vidéos qui font du divertissement vendent moins que les vidéos éducatives, etc. Mais pour choper les leads, de ce que j'ai vu, c'est souvent l'inverse. Parce que ça va te coûter, enfin, c'est pas ils vont être très qualifiés, les gens que tu vas avoir qui veulent faire les 50 kilos. Sauf que tu vas en avoir, ça va coûter très cher. Alors que ceux qui font le quiz, mine de rien, peut-être c'est un peu moins qualifié, mais c'est quand même des gens qui jardinent. Et tu les chopes par un biais un peu différent. Ça reste des jardiniers. Et après, ben voilà, tu les travailles, tes leads, etc. Et tu leur vends tous les produits que tu veux en email. Et, et ça, c'est un regret, tu vois. Je me dis, ouais, si on avait, depuis le début, on s'était considéré comme, est-ce qu'on considère que l'email, c'est un média? Peut-être. Enfin, c'est une forme de média, peut-être. Euh, mais Email First Company, c'est encore au-dessus pour moi, tu vois, des réseaux sociaux. Alors c'est moins sexy parce que t'as pas pignon sur rue, euh, parce que t'es un peu plus, ouais. Et en plus, c'est pour ça qu'on en connaît pas beaucoup, parce que pour les connaître, il faut être tombé sur les pubs. Puis généralement, c'est ces boîtes-là qui ont trouvé des anomalies un peu de marché ou des choses qui fonctionnent vraiment, elles n'ont pas trop intérêt finalement Ah non, non, non. à se mettre en avant parce que c'est souvent sur des niches, des thématiques assez précises. Ouais. La barrière à l'entrée, bon, avec le temps, tu arrives quand même à décrypter le business, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'elles ont peut-être pas trop intérêt à se mettre en avant sur LinkedIn ou sur les Twitter et à dire Ouais, et puis après, la semaine dernière on a 1000 euros de chiffre d'affaires ou peu importe. Mais bon, après souvent, les boîtes dont on n'entend pas parler, ce sont souvent celles qui marchent le mieux. Enfin, tu vois, tous ceux qui parlent beaucoup sur les réseaux, en général, c'est pas, bah, les Américains, ils sont hmm, très doués pour ça. hmm, T'as l'impression qu'ils ont les c'est plus vrai. belles boîtes du monde, mais C'est donc vrai. ouais, Email First Et Company. juste avant le... Ouais. Bah écoute, c'est vrai que c'est un sujet à creuser et je ferai un peu des recherches là parce que je vois peut-être un solocast là-dessus si j'en trouve deux, trois, si tu as des exemples que tu peux partager. Ouais, Alors je sais pas trop si bah, mais ça pardon. Ça m'intéresserait de décrypter un peu parce que j'ai pas, tu vois, sur le marché francophone et sur la France, là comme ça, en fait, ça doit... les gros, je les connais. En fait, c'est pas compliqué. Il y a deux structures en Europe Ok. qui font ça. Mais genre, c'est l'équivalent d'Agora aux États-Unis, qui est le plus gros réseau d'infoprenariat. Ouais. Bah, en Europe, il y en a deux. Ils sont en Suisse, ils sont à Lausanne. Ils ont à D'accord. 500 mètres d'écart. Et, euh, et là, tu as toutes les plus grosses boîtes d'infoprenariat francophones. Mais Ok. je t'enverrai les. C'est un marché underground un peu. Ouais. Ok. L'emailing, c'est un peu underground, hein. Ouais. Les gros emailers, là, c'est vrai que souvent, ils sont pas, ils se mettent pas trop en avant, hein. C'est Non, vrai que c'est... après, je saurais pas pourquoi. Alors, probablement parce que ils s'autorisent des choses en marketing qu'ils s'autoriseraient jamais sur des pubs sur Instagram, sur Facebook, etc. J'en ai vu qui sont quand même un peu borderline, qui Ouais. sont du mauvais côté. Euh, mais, euh, mais après, enfin, ça veut pas dire que c'est pas parce que tu vends par email que tu es du mauvais côté, mais
Non, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui utilisent l'email parce qu'ils peuvent se permettre de dire des choses où il y a beaucoup moins de censure. Et Mhm. du coup, ouais. Ok, intéressant. Avant de commencer l'enregistrement, on parlait un petit peu d'IA et d'automatisation. Alors, je peux pas t'avoir sur le podcast sans te poser la question de l'IA euh, pour les médias, dans le rôle des médias. Quel est ton point de vue? Tu as dit que toi, tu l'utilisais vachement au début, surtout pour ton Ouais. blog. Et là, ça fait 2 semaines que tu geeks bien sur l'automatisation. En complément de l'IA, d'après ce que j'ai compris, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de tes trouvailles et Ouais. peut-être si tu vois des opportunités là-dessus pour les médias? Euh, du coup, donc ouais, quand on a lancé le blog, euh, bon, en plus, c'était le lancement d'OpenAI, enfin, pas le lancement, mais c'était le début de la vague en 2023 où tout le monde en parlait, etc. Euh, et donc, on a commencé à produire pas mal de contenu écrit en utilisant ChatGPT. C'était pas mal, mais c'était pas. En fait, on s'est aperçu que pour notre niche, on pouvait pas se permettre d'être pas mal. Il fallait que ce soit parfait, ou s'il y avait le moindre doute que c'était un bot qui avait écrit, enfin une IA qui avait écrit, et pas nous, bah ça nous flinguait quoi. Les Hmm. gens, si ça en apercevait, on était mort. Donc on est revenu en arrière sur notre thématique en tout cas. C'est quand même pareil pour les vidéos, pour les scripts. Bah on s'aidait énormément de l'IA euh, pour aller chercher des infos, pour faire des brouillons de scripts. Et on s'est arrêté là. On était allé un peu trop loin en essayant d'aller automatiser, enfin d'aller jusqu'à presque à la production en utilisant les différents outils d'IA. Et ça, on en est revenu parce que ça matchait pas avec notre marché. Donc on s'est arrêté jusqu'à la production de scripts pour nos vidéos avec ChatGPT. Et après, on repassait dessus parce que bah, nous, on se filmait en fait pour faire les vidéos. Donc il fallait quand même que ce soit, bah, on rajoutait notre touche et notre patte, quoi. Euh, mais par contre, ça gagnait un temps fou. On arrivait à produire beaucoup plus de contenu et quand même de qualité. Souvent, on se dit, ouais, c'est contenu IA, c'est moins qualitatif, etc. Ça dépend de comment on le fait. Nous, on l'utilisait pour, je sais pas, tu vois, on trouvait plein de ressources sur un légume. Mhm. Bah, j'ai pas le temps je dois publier 3 reels dans la journée, j'ai pas le temps de lire 20 pages sur ce légume-là, quoi. Et donc, je utilise ça à ChatGPT et je lui demandais de me faire un script d'une vidéo sur le sujet. Et donc, ça me gagnait un temps fou de synthèse. Euh, Bien sûr, faut juste checker deux, trois informations quand il te balance deux, trois trucs qui sont très, il faut pas faire ça ou il faut absolument faire ça. Tu vérifies quand même parce que on peut te faire troller en commentaire. Mais par contre, oui, on a gagné un temps fou sur les scripts. Et là, récemment, effectivement, je me suis mis à fond sur Make, Zapier, sur tous les outils d'automatisation euh, qui ont énormément évolué. Je sais pas pourquoi je m'en étais écarté depuis deux trois ans. Et là, j'y suis retourné et il y a eu énormément de choses qui ont bougé. C'est beaucoup plus robuste, ça marche mieux et les intégrations sont folles. Si on prend juste l'exemple de l'intégration d'OpenAI, ben, tu peux littéralement faire 100% de ce que tu peux faire avec ChatGPT et plus euh, via, via des automatisations sur Make. Je prends un exemple. Tu peux, tout à l'heure, j'étais en train de bidouiller ça là. Euh, je reçois 5-10 newsletters par jour auxquels je suis abonné. Euh, et je commençais un peu à avoir la flemme de devoir toutes les lire tout le temps. Et donc, je me suis dit, OK, je voudrais juste qu'ils les ouvrent, ils les lisent et m'envoient un résumé de ce qui est important pour moi. De... Et en fait, ben, c'est possible. Du coup, il va récupérer dans mes emails ceux que j'ai reçus. Je lui dis, bah voilà, tel expéditeur, etc. Il va les récupérer, il les envoie à OpenAI, il les synthétise et il me fait un petit bilan de ce que je dois apprendre, de ce que je dois savoir pour mon business. Et en plus, du coup, tu peux dire, enfin, tu dis ce que tu veux, quoi. Et alors, mais la seule limite un peu que je vois à ça, c'est que
bah, tout est un peu payant en fait. Dès que tu passes en mode automatisation, no code, le moindre outil que tu viens brancher, très vite tu atteins les limites et donc tu dois payer. Là, par exemple, bah, tu dois payer euh, les tokens sur OpenAI. C'est pas cher, hein. Mais le moindre petit truc que tu dois faire, tu dois quand même payer. Mais en vrai, le temps que ça me fait gagner, ouais, Mm. c'est fou. Et, et les possibilités qu'ils ont rajoutées en plus là avec GPT-4o, dans Make, tu peux, je dis n'importe quoi, mais en fait, il y a tellement d'idées de business là depuis que j'ai mis les mains dans Make avec l'IA. Le business toujours autour de médias, de la création de contenu. C'est fou. Par exemple, si tu veux savoir c'est quoi la tendance, je sais pas, en e-commerce aujourd'hui, tu peux avoir une automation qui va sur tous les sites d'e-commerce que tu as décidé dans le monde. La deuxième étape, c'est que ça va faire une capture d'écran des pages, de toutes les pages d'accueil de tous les sites d'e-commerce que tu veux, par exemple. Ça les envoie sur GPT-4o, qui analyse les images, et l'analyse est proche de la perfection, genre même pas, probablement la perfection. Et derrière, ça peut te dire, OK, aujourd'hui, j'observe telle tendance. Et tu peux avoir des trucs qui sont semi-temps réel. Ça, tu peux faire des agrégations de tellement de choses que tu pourrais pas faire à la main, en fait. Et je sais pas, moi, ça me fascine parce que je pense que il y a moyen d'être très malin en l'utilisant avec des choses qui sont simples. Je parle même pas de faire des SaaS, de trucs compliqués, de reproduire des voix, etc. Pas du tout. Juste l'information, c'est quelque chose qui a une énorme valeur. Mhm. Et si toi, tu utilises des outils pour aller capter plein d'informations et l'agréger, ben en fait, le fait de pouvoir faire des connexions entre des trucs qui sont trop éloignés, que personne ne peut faire les connexions. Mais toi, par contre, si tu peux aller chercher à 100 endroits différents de l'information, tu la ramènes au même endroit et tu analyses ça, tu peux trouver des pépites, mais incroyables. Et ça, quels que soient les sujets. Et, et j'ai l'impression qu'il y a un énorme boulevard pour des gens qui veulent créer des rapports payants Mm. sur des sujets en utilisant du coup. En plus, moi, je suis pas du tout développeur, hein. Et donc, si moi j'y arrive, ça veut dire que le monde entier peut y arriver. Mhm. Parce que c'est juste, tu mets des trucs bout à bout et c'est hyper simple, quoi. Et en fait, je sais pas, tu prends n'importe quel marché, tu prends le marché de l'immobilier, là, tu pourrais connaître, même sur des trucs qui n'ont pas d'API, qui n'ont rien, qui sont pas connectables. En fait, tu peux juste aller sur le site, récupérer la page, la faire analyser par GPT-4 Vision, et ça te fait ça sur un 2 3 4 5 sites. Tu fais un mix des informations et c'est du délire. Genre, c'est fou. Ok. Bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai des questions de fin, questions rapides, réponses rapides. Et une des questions, c'est ce qui t'enthousiasme le plus en ce moment, ce qui t'excite le plus en ce moment dans le domaine des médias ou même du business digital. Euh, donc là, tu Ben, as l'air très, très chaud sur cet aspect. Est-ce que tu as autre chose ou est-ce que tu réappuies sur ce point? ben, en fait, j'irais même à contre-courant. Ça m'excite parce que c'est marrant, etc. et tout. Et pour autant, ce qui me stimule le plus, je pense que c'est tous les business physiques qui n'ont rien de digitaux, genre lavage de vitres, électricien, etc. Ok. Je sais pas, je vois qu'il y a une tendance, alors tendance, c'est un grand mot, mais il y a de plus en plus de contenu de gens qui se remettent à faire ce métier-là. Par exemple, là, je prends le métier de laveur de vitres parce que c'était depuis 2 3 jours, j'ai vu plein de contenu là-dessus. C'est un métier qui est simple. Enfin, c'est simple, c'est-à-dire que tu as besoin de pas grand-chose en matériel. À moins de 100 euros, tu peux faire le métier. Et ben, ça, c'est un métier ultra simple. Euh, mais pour autant, tu peux en faire des entreprises ultra smart si tu viens sur ces métiers de base très simples. Euh, tu arrives avec le fait que tu sais automatiser des choses, euh, créer une communauté où tu sais faire du marketing, etc. Et en fait, je sais pas, métier simple plus compétences marketing, IA, automation, tout ça, de l'autre côté, égale banger, parce que tu as plein de métiers
vraiment, quand je dis simple, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais il y a plein de métiers qui ne nécessitent pas des années de diplôme, que tu peux faire en étudiant bien un sujet pendant une semaine, qui sont des métiers à portée de tous et qui sont énormément sous-exploités d'un point de vue marketing, automatisation, etc. Hmm. Et donc, je pense que le mix des deux, métiers dont tu as besoin demain, toi, en fait, je prends cet exemple-là parce que IA ou pas, si tu as besoin de laver ton canapé parce que tu as fait une tâche, et ben, IA ou pas, tu as besoin de faire venir un mec qui va venir avec une shampooineuse nettoyer ton canapé. Et ben, ces métiers-là, je pense qu'ils ont un avenir radieux. Et si en plus ils arrivent à avoir une approche marketing, je dis pas qu'il faut faire forcément jusqu'à créer un média autour de leur service, mais une approche marketing intelligente sur les réseaux et tout, je pense que c'est un carton. Ok, super intéressant. Ouais, créer une personal brand à la limite du laveur de vitres. Ouais. En plus, c'est que des métiers. Comme c'est que des métiers manuels, il y a des choses à montrer, tu vois. Ouais. Hein. Et, et en plus, c'est satisfaisant, enfin, en l'occurrence là. Enfin, mais vraiment, je suis hyper enthousiaste sur ce type de métier. Là, je suis à deux doigts de m'acheter une shampooineuse pour aller tester. Ou un Karcher, tous ces trucs un peu. Oui, C'est la tendance où tu vois le mec faire quelque chose et sur la tu te dis terrasse. quand même, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Et ça cartonne sur ouais, sur les réseaux les Mais plus comme variés. prestat de service, en plus, il y a très peu. Enfin, en fait, bon, t'as un peu tous les gros mastodontes O2 ou de ces grosses sociétés de services qui proposent ça. Mais si t'es le petit gars du coin qui fait Ouais. ça bien, tu vois, Mm, mm, mm. t'as ta place sur le marché sans problème. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a un outil ou un service que tu rêvais d'avoir quand tu gérais Plantes et Jardins et qui n'existait pas? Ouais, c'est tu vois, l'outil Minea, Minea, c'est un outil en ligne qui permet d'analyser les pubs des e-commerce pour Ok, voir ce qui marche. En fait, c'est un peu pour trouver des produits rentables. Et d'accord. donc, du coup, tu regardes par niche quels sont les pubs qui marchent le mieux et donc Mm. quels sont les produits qui marchent le mieux par niche. Et ben, le Minea des contenus organiques pour déceler, dénicher des tendances de contenu organique, ça, c'est quelque chose euh, où je perdais non, mais je passais un temps fou à essayer de trouver dans d'autres langues des vidéos sur des sujets qui performent. Et, et pour le coup, à chaque fois je le faisais, c'était carton. C'était, je pense qu'on devait être pas loin du 100%, tu vois. Ok. C'est-à-dire une vidéo qui a marché sur comment faire pousser son ail en 6 mois chez soi, avec, du coup, je regardais toi la structure, comment elle strip son truc, etc. Et en fait, tu la prends, tu la traduis, tu rajoutes ta petite touche, tu fais, euh, tu fais un carton, 100% du temps. Intéressant. Sauf que le problème, c'est que pour les trouver, ces vidéos-là, bah, c'est un bazar pas possible. Et en plus, t'es limité parce que t'as probablement des contenus qui sont trop cool en allemand, dans plein d'autres langues que moi je maîtrise pas. Et j'ai aucune idée de ce qu'ils racontent. Et donc, du coup, je ne vais même pas les voir alors qu'il y a plein de pépites, tu vois, dans des langues que je connais pas. Mais ouais, le minéa des contenus organiques, franchement, tu gagneras un temps fou. Tu prends une tendance qui explose, enfin, qui explose même juste qui marche. Contenu Mhm. qui marche sur tel sujet, hop. Ok. Est-ce qu'il y a un média, un site ou un newsletter, un podcast ou un groupe média qui t'inspire ou qui t'a inspiré lors du lancement de ta boîte? Ouais, bah, du coup, on en a parlé tout à l'heure, là, c'est Epic Gardening, c'était pour nous, c'est quand même, ouais, c'est fort ce qu'ils font. Ils ont carrément leur lieu, ils ont leur lieu de tournage, tu vois, ils ont un jardin, Ouais. ils ont un énorme endroit où ils font toutes leurs vidéos. Ils sont arrivés à un niveau qui est hyper respectable sur le sujet du jardinage. Et, ouais, clairement. Epic Gardening, ce qui est assez fou, c'est que ils réussissent à être euh, aussi business oriented parce que il y a plein de, de chaînes qui parlent de jardinage avec autant d'abonnés, enfin, ou quasiment autant. Mais eux,
Et ils ont une énorme différence, c'est que derrière, ils ont réussi à faire ce switch hyper bien vers une boîte qui vend des produits très chers pour le jardin et qu'ils ont racheté en plus d'un semencier. Ils ont tout et je trouve que ouais, c'est vraiment hyper cohérent ce qu'ils ont construit et c'est très très fort. C'est vrai que même quand ils font la promotion dans leurs vidéos pour être un... Je suis un abonné de la chaîne de Epic Gardening, et c'est vrai que même quand ils font une promotion de leurs produits, tu leur en veux pas en fait, parce Non? que le mec, pendant des années, il a fait du contenu gratuit, il avait son blog, bon c'était un blog affilié, hein, forcément c'était un business, mais c'est vrai il a fait des vidéos super calées, on peut remonter sa chaîne YouTube et voir, ça fait des années et des années. Et je pense qu'il a vraiment réussi à créer une communauté avant tout, quoi. Il n'est pas arrivé sur YouTube en se disant ouais, je vais refourguer mes produits. Et je pense que c'est là où il a eu beaucoup de patience, en fait. Il a eu Ouais. beaucoup de patience et surtout, il aurait pu se contenter de rester le affilié avec son site optimisé en SEO. Je pense que ça fonctionnait bien pour lui. Mais il s'est dit, allez, je veux prendre des risques, je vais lancer une chaîne YouTube sur... non, c'est vrai que c'est... Je partage ton point de vue, c'est vraiment... pour moi, c'est un peu... Après, bon, on n'a pas la vision de ce qui se passe vraiment chez eux, mais euh, en tout cas, c'est vrai que c'est un peu une... pour moi, c'est un peu vraiment un modèle à suivre, ouais, effectivement. Et qui est potentiellement, tu peux le reproduire sur plein de thématiques. Mais je pense que tu as tout dit en disant que le mot patience, c'est que les médias, Ouais, euh, c'est ce qui, en tout cas pour ma boîte, c'est ce qui nous a eu, c'est que on l'a lancé en tant que média sans avoir conscience en fait que il fallait qu'on ait quelque chose qui nous fasse vivre à côté, le temps que le média soit suffisamment gros pour pour nous faire vivre. Et que c'est un jeu de temps long, même si tu as des TikTok, Instagram qui te font potentiellement propulser plus vite, mais ça reste un jeu de temps long où tu dois être patient, y compris même dans la monétisation. Et t'as carrément raison sur le fait que une partie de son succès à lui, en tout cas, ça vient aussi du fait que il n'est pas sauté sur ses abonnés pour leur vendre des trucs à tout prix tout de suite. Il ait pris le temps de construire une relation sur du long terme et que je suis persuadé, on n'est pas aux États-Unis, mais si j'y étais, tu vois, j'aurais probablement acheté quelque chose juste parce que je me sens redevable, tu vois, du contenu qu'il m'a fourni. Juste pour ça. mm, mm. Et ça, c'est parce qu'il a vraiment pris son temps. Et il faut être capable de le faire et il faut avoir les ressources aussi parce que, tu vois, un média, ça se lance pas à la légère. Tu dis pas, ouais, je vais lancer un média dans tel truc. À partir du moment où tu le lances, tu sais que tu en as pour pas 1, 2, 3 ans si tu veux que ce soit vraiment quelque chose d'installé. Il y a pas de raccourci. Ça, tu peux avoir des Justement, parce que... petits. Non, mais c'est... Ouais, c'est... si tu veux construire quelque chose sur les médias, c'est... Ouais, c'est... Ah, avant, je pense qu'avec le SEO, tu pouvais arriver à un petit truc sympa au bout d'un an si tu étais vraiment une brute en SEO ou tu vois, si tu avais peut-être d'autres sites et donc tu arrivais à propulser ton site avec des backlinks, etc. Mais là, maintenant, vu qu'il faut être un peu partout, Ouais. un an, tu commences même pas à te faire connaître. C'est vraiment du long terme, ouais. Et du coup, lancer un site ou pas, Ouais. Ça, c'est la question, hein. C'est la question. En ce moment, il y a plein de médias qui se posent la question, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site? Ou alors le site devient vraiment secondaire, comme avant, la page Insta était ouais, secondaire. ouais, lui, t'as un switch. Ah, c'est un switch. C'est la décentralisation des médias. Et par contre, ils perdent complètement ce qui est très, et- du coup, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait le switch. Et t'as quand même un côté où, ben, tu deviens complètement otage des algos. Ouais. Parce que du coup, en organique, s'ils décident, ok, maintenant en organique, on propulse plus rien. Ah, bah là, c'est Bah, pas drôle. même sur du média, si tu as un site, bon, il faut essayer de construire une marque, mais
le nombre de personnes qui va taper www.site.com Mm. dans la barre de recherche, dans la barre d'URL, pardon, je pense que ça va être de moins en moins en fait. Les gens, ils vont aller chercher des réponses via ChatGPT, ils vont aller directement sur leurs applications, etc. Donc Ouais. c'est vrai que à voir comment ça va évoluer, mais je vois pas le site. Moi, en tout cas, je pense pas. Enfin, ça dépend peut-être des industries, des pays, des thématiques, mais je pense qu'il faut vraiment considérer maintenant le site comme quelque chose de secondaire en fait. Ouais. Mais savoir ce qui va être ton premier focus, ça c'est un choix parce que tu peux pas, en te lançant, tu peux pas être de partout. Tu es limité en ressources, tu es limité en argent, en temps. Donc il faut choisir un média, l'exploiter à fond pendant peut-être 6 mois, voir un peu ce que ça donne et éventuellement switcher. Mais Ouais. ouais, il y a beaucoup de. Ouais, tu vois, moi, le futur des médias, euh, alors, en tout cas des médias en ligne probablement, c'est que je pense la frontière, il y avait une énorme frontière, je trouve, entre les communautés, genre les pages qui étaient des communautés, et les médias. D'accord. Il y avait des médias d'un côté et des influenceurs, créateurs de contenu, ce qu'on veut de l'autre côté. Et je pense que là, on est quand même la frontière, elle est quand même de plus en plus fine, tu vois, Mhm. entre médias, communautés, et que ça tend à disparaître cette frontière, et qu'en fait, tu y aura plus que ceux qui seront des médias. Je sais pas si c'est, tu vois, si tu prends je sais pas, même toutes les pages Instagram qui sont propulsées par des créateurs qui produisent du contenu sur un sujet, que ce soit l'immobilier, le jardinage, etc. Ben, pour moi, c'est des médias communautés. Ça, c'est puissant. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est quand tu vois, tu prends Botanique, Jardinland, ce que tu veux, comme page, tu regardes leur contenu et leur compte, tu regardes l'engagement par rapport à un gars euh, qui s'affiche et qui fait du jardinage, qui partage les mêmes types de contenus. Bah, Jardiland, Botanique ou toutes les pages entreprises, l'engagement, il est nul par rapport à la personne qui produit le même type de contenu mais sous son nom. Mhm. Et ça, c'est quand même, bah, c'est pas évident parce que ça veut dire que quand tu commences en tant qu'entreprise, c'est quoi la bonne solution? Est-ce qu'il faut que ce soit le fondateur ou une équipe au sein de l'équipe, enfin au sein de l'entreprise, qui publie du contenu en son nom, ou est-ce que tu crées une page avec ton entreprise? D'ailleurs, sur Planté Jardin, on n'a jamais mis de logo sur Instagram, sur les réseaux, parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que les gens, ils voulaient juste euh, que ce soit Bastien, du coup, comme associé, et moi qui fassent des vidéos. Et donc, on a viré tout de suite le logo parce qu'en fait, les gens, ils trouvaient ça trop institutionnel. Super intéressant. Ça, c'est une. Et, mais c'est un énorme problème parce que moi, depuis le premier jour, je voulais jamais foutre ma tronche dessus parce que je me suis dit, mais ouais, mais c'est pas toute ma vie. Hmm. Un jour, je voudrais plus faire ça. Et le jour où je veux plus faire ça, si le média, c'est la tête, c'est très compliqué de faire une transition. Bien sûr. Et donc, je trouve que c'est un des énormes dilemmes que beaucoup de gens qui créent des médias ou communautés se posent pas forcément au moment où ils le créent. Et je pense que c'est important de se poser la question, c'est que enfin, au moment où tu crées ton truc, si tu le fais en tant que ta marque ou en tant que toi, si tu le fais en tant que toi, tu auras plus d'engagement et ça va mieux marcher à court terme. Pas de débat. Genre vraiment, je pense qu'il y a il doit y avoir très peu de contre-exemples. Mhm. Si tu fais en tant que marque, peut-être c'est un peu plus long à lancer parce que c'est ta marque qu'il faut faire connaître et pas toi. Il faut se ranger derrière ta marque. Mais par contre, sur le long terme, bah, si un jour t'en as marre, ou si tu veux faire venir quelqu'un d'autre avec toi pour créer du contenu, et en fait que tu es une équipe, que tu en as deux, trois, quatre personnes qui viennent sous cette marque, bah, ce sera plus puissant, tu pourras plus facilement scaler, je pense, la création de ton contenu. D'ailleurs, même Epic Gardening, ils ont tout été autour oh, je sais plus son prénom en tête,
Kevin? de Kevin au début. Et là, ils ont fait un switch où ils ont intégré une deuxième personne dans l'histoire, ils l'ont propulsé à un niveau plus élevé. Et je pense que Kevin va en sortir. Et il est en train un peu d'essayer de se détacher de la chaîne Epic Gardening. Ce n'est plus que lui, Mhm. euh, c'est son équipe, quoi. Et c'est pas simple. Le temps enfin, la transition est très longue. Peut-être qu'il en a pas envie non plus. Mais c'est pas simple, quoi. Quand les gens s'attachent à une personne, euh, pour ça, le personal branding, bah oui, c'est trop bien. Mais, mais, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de mal avec le personal branding. Enfin, j'aime pas trop m'afficher au nom de ma boîte. Bon, je le fais, mais je le fais très peu parce que je trouve ça compliqué, tu vois, de représenter sa boîte sur les réseaux et d'être la figure de proue du truc. Tu vois, toutes les vidéos qu'on faisait, à la fin, jamais je montrais ma tête, tu vois. Je faisais une vidéo sur le jardinage en voix off, comme ça je disais, bon voilà. Mais je sais que si je montais ma tête, on avait plus de vues, c'est sûr. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident et je suis impatient de voir effectivement comment les médias vont réagir face à ça parce que c'est vrai que tu as la puissance du personal branding, mais en même temps, tu as tous les effets négatifs. Et pour une grosse boîte de médias, qui tu vas mettre en fait C'est ça? en personne, en figure de proue, tu vas mettre un employé si demain il part. Enfin, Et tu vois, même Hugo Décrypte, ouais. bah lui, il s'est lancé, tu vois, enfin, sur YouTube, comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu un média à part entière. C'est une boîte, tu vois. Je sais pas combien ils sont, mais ils sont un paquet à bosser avec lui pour lui. C'est- Juste le fait qu'elle ait son nom, bah, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que, alors, je pense qu'ils font tous l'autruche, tu vois. Tous les YouTubeurs, tous les créateurs de contenu, on l'a pas encore trop vu parce qu'on est qu'en 2024 et que il n'y a pas encore eu les énormes YouTubeurs qui se sont arrêtés. Mais Squeezie, il va pas faire ça jusqu'à 70 ans, tu vois. Euh, et qu'est-ce qui se passe après? La chaîne, elle fait quoi? Elle meurt. En même temps, c'est une entreprise, tu vois. Hmm. Co- Et donc, alors là, c'est un exemple extrême. Tout le monde n'a pas autant, autant d'abonnés que Squeezie. Mais n'empêche que dans la création de contenu, il y a un énorme problème là-dessus, que t'as pas dans une boîte. Quand tu crées une boîte, que ce soit Ronan le CEO, que ce soit Alex ou je sais pas qui, c'est pas grave, tu vois. Hmm. La transition est se fait en interne et le monde entier s'en fout. Ouais. Ce qui est pas le cas pour les communautés, et je trouve ça vraiment sous-estimé Hmm. quand les gens créent dans le média. Ouais, j'ai pas de. Et pareil, tu vois, il y a des médias qui sont créés par les boîtes avec les salariés. Il y a un peu cette tendance-là, tu vois, tu crées le média, je sais pas, d'une boîte, et tu vas payer de la production pour que tes salariés créent le contenu. J'ai deux exemples. Un où la boîte a payé à chacun des salariés qu'il voulait le fait de produire du contenu en leur nom propre. Donc, Ok. moi, je te paye Ronan pour que tu lances ta chaîne YouTube à ton nom. Et si tu nous quittes, bah, j'aurais perdu 20 000 balles parce que pendant un an, je t'aurais payé toute la production de contenu. Mais le deal, si je me dis, bah, tu vas être hyper engagé pour créer du contenu. Toi, t'es content parce que ça fait monter ta marque perso. Et du coup, c'est une marque perso plus qu'une marque. C'est pas la boîte qui crée le contenu, c'est toi. Enfin, c'est tous mes salariés où je leur fais monter leur réseau personnel et je les paye pour ça. Et il n'y a pas de contrepartie. Si dans 6 mois tu démissionnes, ok, c'était le jeu, c'est pas grave. Je trouve ça hyper smart parce que il y a des boîtes où au contraire le deal c'est de dire bah, ok, bah, on va produire du contenu pour mon entreprise, toi tu vas faire du contenu, sauf que le jour où tu quittes la boîte, bah ouais mais t'as pas forcément envie que le contenu soit encore en ligne, tu vois. Et il y a quand même énormément de turnover dans les boîtes, tu vois, à 2-3 ans, t'as la moitié de ta chaîne, des vidéos de ta chaîne qui sont plus là. Et donc ça, je vois bien qu'il y a deux modèles différents de patrons sur les médias de marque.
où, bah, tu vas payer des community managers, etc. Ou juste tu payes des employés pour qu'ils créent du contenu. Ou alors, et je crois beaucoup au deuxième modèle, où tu vas payer tes salariés pour qu'ils montent leur personal branding sans rien attendre en retour, dans le sens où, enfin, je veux dire, s'ils quittent la boîte, bah, ils partent avec ce package, entre guillemets, D'accord. d'avoir gagné 10 000 abonnés sur YouTube, sur tel sujet, et de s'être positionné en tant qu'expert. Et ça me paraît être une approche plus, peut-être c'est un peu chaud, parce que pour un CEO de se dire, OK, je dépense et peut-être pour rien. Mais je pense que du coup, tu as un peu le meilleur des deux mondes, parce que tu as des gens qui vont créer du contenu en tant qu'eux-mêmes. Donc là, c'est le maximum de la, bah, ouais, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le mieux. Et en même temps, bah, tant qu'ils sont chez toi en tant que salarié, ou en tant que freelance, peu importe, hein, euh, bah, leur notoriété bénéficiera à ta boîte. Et en plus, je pense qu'ils sont assez redevables, mais ils se sentent assez redevables. Super intéressant. À suivre. On va voir pas mal de choses, je pense, dans le domaine des médias là, et personal branding. Autant sur le B2C que le B2B d'ailleurs, hein. Il y a une grosse tendance là, personal branding sur le B2B, Ouais. qui est super intéressante. Donc on en reparlera sûrement sur le podcast. Donc c'est quoi la suite là pour Mehdi sur les prochains mois? Qu'est-ce que Euh, bah tu là, te la suite, ça va être de projettes? petite petite pause, et puis après, ce sera relancer une boîte. Je sais pas encore dans quoi exactement. Là, je suis en mode exploration de tous les sujets possibles qui me passionnent. Et puis, on verra d'ici 2, 3 mois ce qui a accroché. Est-ce que les médias ont fait partie? Ou Je pense, c'est pour toi, comment média tu... B, alors si c'est un média, ce serait un média B2B, je pense. Ok. Euh, Ce sera un média B2B, ouais. Et après, je suis un peu, pas perdu, mais la monétisation des médias B2B, quelque chose que je maîtrise pas du tout. Mhm. Et, et je vois que c'est pas évident. Parce que, enfin, en tout cas, que c'est long et que, bah, on disait tout à l'heure, tu vas lancer un média, tu peux pas attendre un retour sur investissement rapide. Donc, ça veut dire que soit il faut que j'ai une activité à côté qui permet de financer le fait que le média prenne du temps à décoller, soit tu arrives à trouver par chance ou parce que tu as creusé un sujet que personne n'avait creusé avant, une opportunité de marché pour lancer un média très niché qui a beaucoup de valeur. Après, on dit média, mais il y avait un gars que j'avais rencontré en Suisse. Lui, il faisait des rapports sur le cacao. Ok. Il devait avoir, je sais pas, peut-être 5, 6 clients. Donc c'était un média ultra niché qui a 5, 6 clients à qui il envoie je sais pas si c'est une newsletter ou un PDF, peu importe, mais à qui il envoie des rapports sur l'état du marché du cacao, je sais plus dans quel pays. Et il se fait payer très cher pour ça. Et donc du coup, il y a probablement aussi, tu vois, un média, ça commence à partir de quelle taille, j'en sais rien, mais la notion de création de contenu sur un sujet très spécifique, ben peut-être que l'ultra niche Mhm. a aussi plein de potentiel, parce que tu vois, le, tout ce qui est très très large, bon, tu vas pas concurrencer des médias généralistes. Les médias niches, genre, je sais pas, B2B dans l'immobilier, il y a déjà des personnes là-dessus, mais peut-être que ça se trouve, il y a encore plus de valeur à aller dans un média B2B pour les promoteurs immobiliers, tu vois, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, bien sûr. Parce que peut-être que les gens s'identifient encore plus et que ça fait encore plus sens pour eux, tu vois, de payer et d'adhérer à. Je sais pas jusqu'où on peut aller en termes de niche, mais Ça, c'est la question. Sur le B2C, c'était généralement une taille de marché, mais sur le B2B, finalement, la taille de marché importe moins, puisque tu as des acheteurs potentiels qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent si ouais, l'information est très pertinente. Et enfin, je veux dire, une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires par an,
elle s'en fout de mettre 5 000 € dans un rapport super détaillé si ce complètement. rapport, ça lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires de 20%, tu vois. Donc, c'est là où, en fait, Complètement. ouais. Et je sais pas ce que tu en penses sur la valeur de l'information, mais est-ce que plus c'est niché, plus il y a de valeur? Tu vois, si tu prends une boîte dans le B2B, Mhm, est-ce que l'information sur le marché français bah, pour- l'intéresse? Mais tu vois, imagine ça, c'est un promoteur qui est dans une région particulière. Lui, sa valeur à lui, elle est plus. Si tu vas dans la zone où il opère, ça a plus de valeur que si tu opères au niveau national. mhm, Et je pense qu'il y a des acteurs comme ça. Tous les acteurs ne sont pas même nationaux. Et donc, qu'il y a des, en recentrant le périmètre sur certaines zones, et ben en fait, t'augmentes la valeur que tu délivres parce que la personne se dit, ok, c'est pour moi quoi. Ça, c'était vraiment, c'est juste, moi j'ai besoin de ça. Je m'en fiche toi des autres trucs. Je veux juste ce truc-là et personne ne le fait parce que c'est trop compliqué. Et c'est là où on peut revenir un peu à l'IA automatisation où tu peux avoir des médias ultra nichés, ultra spécifiques parce que tu as des moyens d'agréger des données et des contenus à plein d'endroits pour créer chaque jour, par exemple, un média qui te parle de l'immobilier en Haute-Savoie. Et dans tous les départements de France, tu en as 100. Il n'y a aucune équipe au monde. Enfin, t'imagines la taille de l'équipe qu'il faut pour faire un rapport par jour, par département? Impossible. Mais avec l'IA, tu peux. Et du coup, en plus, chaque acteur local, bah, il a bien plus de valeur dans un rapport qui parle de son département qu'un truc national, tu vois. bien sûr. Et donc, je pense que l'ultra niche peut être hyper intéressante avec des outils d'automatisation et d'IA. Et je pense que sans priver, c'est... De toute façon, t'as pas le choix, sinon t'as un coût humain qui va être impossible à rentabiliser. Bah, écoute, ça fera peut-être le sujet d'un prochain épisode, l'ultra niche dans le B2B, mais ça me donne envie de faire quelques recherches aussi, parce que c'est un sujet forcément qui m'intéresse beaucoup. Mais ouais, ouais, je pense qu'il y a des beaux modèles à créer, et, des belles choses à faire. C'est Sam Altman qui disait qu'il va y avoir une billion-dollar compagnie en solo grâce à l'IA. Donc à savoir si ça sera un média ou pas, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il y a ouais, des super opportunités pour scaler les médias beaucoup plus rapidement. Et sans dégrader la qualité, je pense. Hmm. Enfin, Ouais, parce que tu vas même chercher de l'info que tu n'aurais peut-être pas trouvé en mode manuel ou c'est ça je qui est pense oui. De super. toute façon, il y a tellement enfin, il y a tellement de quantité de données et d'informations qui sont publiées chaque jour sur Internet que si tu peux utiliser un moyen numérique comme filtre, ben, c'est quand même intéressant. De toute façon, tu peux pas, enfin, on peut pas en humain, tu vas pas passer 40 heures par semaine à lire des trucs de partout. Là où tu pourrais passer que 5 minutes parce qu'en fait, t'as quelqu'un qui a lu pour toi le web et qui te l'agrège. Bien sûr. Ok, Mehdi, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu es sur LinkedIn, sur Twitter? Tu as dit que tu n'aimais pas trop te mettre en avant. Mais est-ce Mais que, je suis sur LinkedIn, le dernier post que j'ai fait, c'était pour dire qu'on allait clôturer la boîte, qu'on allait ok. couler. Oui, oui, je suis sur LinkedIn. Mais est-ce que tu cherches, est-ce que des gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions, des opportunités, des choses, des partenariats éventuels ou, Bien sûr, ouais, sur LinkedIn, pas de problème. bah, Tu écoute, m'as dit, tu mettras le lien. Oui. ouais, je mettrai le lien. Ok. Et toi, bah, j'en profite pour te demander aussi si tu cherches des contacts, des partenaires ou des informations sur un sujet en particulier. Bah N'hésite- écoute, pour l'instant, pas spécialement. Je suis Ok, en mode exploration, mais en tout cas avec plaisir s'il y a des gens qui veulent discuter médias ou IA, automatisation, peu importe, sur LinkedIn, avec grand plaisir. top. Bah, écoute, merci infiniment. Mehdi, tu es le premier invité de ce podcast. Donc, ouais, merci beaucoup. Et c'était super intéressant. On a abordé pas mal de sujets. Donc, ça va faire un beau transcript, je pense. Et plein d'idées là, donc, qui ont émergé lors de cette discussion. J'espère que ça sera pareil pour les auditeurs. Merci encore. Salut Ronan, merci, ciao.